Bienvenue sur Djibouti, il est 22 heures sur notre plateau, l'heure de votre journal de la seconde édition avec ses principaux titres. À Djibouti, les plages de Siesta et de Kari sont temporairement fermées à la baignade après la découverte d'une pollution aux hydrocarbures. En Espagne, la lutte se poursuit contre l'un des incendies de forêt les plus dévastateurs de ces dernières années. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Djibouti. Le deuil frappe le Qatar avec la disparition de l'ancien émir Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. À cette occasion, le président de la République, son Excellence a adressé ses messages de condoléances à son Altesse l'émir Cheikh Tamim ibn Hamad Al Thani, rendant hommage à un grand bâtisseur dont l'action durablement marqué l'histoire du Qatar. Des centaines de personnes ont participé dimanche aux funérailles de l'ancien émir du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, organisées à la mosquée Imam Mohammed bin Abdel Wahhab à Doha. La cérémonie funéraire s'est déroulée en présence de l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, de hauts responsables de l'État, de nombreuses personnalités venues rendre un dernier hommage aux défunts. Les autorités qatariennes ont salué la contribution de l'ancien souverain au développement du pays, au renforcement de la présence sur la scène régionale et internationale. Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a dirigé le Qatar de 1995 à 2013, une période marquée par d'importantes transformations économiques, institutionnelles et diplomatiques avant de transmettre le pouvoir à son fils, l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, en 2013. Dans un autre message de condoléances, c'est avec une profonde tristesse que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pris le décès de Mme Sirad Jama Bakar, survenue dans la journée de samedi 11 juillet 2026 à Djibouti. La défunte était la mère de Mme Fathia Jamaoudine, ambassadrice cancer diplomatique du président de la République. En cette douloureuse épreuve, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Bakar Hussein Omar, ainsi que l'ensemble des cadres et du personnel du ministère présentent leurs sincères condoléances à leurs collègues, son Excellence Mme Fathia Jamaoudine, ainsi qu'à toute sa famille et ses proches. Ils expriment ainsi leur profonde compassion et leur témoignent leur entière solidarité en ce moment de deuil. Puisse Allah s'en l'élever dans son paradis éternel. Également de l'actualité de ce 22 heures, au terme de sa mission diplomatique à Djibouti, l'ambassadeur du Royaume-Uni a effectué une visite d'adieu au Premier ministre du pays. Cette rencontre qui a été l'occasion de saluer les progrès accomplis dans les relations entre les deux pays et réaffirmer leur volonté commune de renforcer leur coopération. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui à la primature Vinay Talwar, ambassadeur de la République du Royaume-Uni, auprès de la République Djibouti, venu lui présenter ses adieux après 2 années de mission. Au cours de cet entretien, les deux responsables ont dressé un bilan positif de relations bilatérales marqué par un dialogue politique soutenu et un renforcement de la coopération entre Djibouti et le Royaume-Uni. L'ambassadeur britannique a notamment transmis les vœux de prospérité adressés par Sa Majesté le roi Charles III au président de la République, son Excellence Ismaël Mar Guelleh, à l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance de la nation djiboutienne. Les échanges ont également porté sur l'ouverture de nouveaux locaux de l'ambassade britannique à Ramous, symbole de l'engagement durable du Royaume-Uni à renforcer sa présence diplomatique à Djibouti. Le diplomate a également mis en avant la mise en service des visas électroniques destinés à faciliter les démarches des ressortissants djiboutiens souhaitant se rendre au Royaume-Uni, saluant ainsi la stabilité de Djibouti et son rôle stratégique en faveur de la paix, de la sécurité, de la coopération régionale de la Corne de l'Afrique et en mer Rouge. L'ambassadeur a également exprimé sa satisfaction quant à la qualité du partenariat entre les deux pays. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général de la primature, Negib Abdellah Mohamed Kamil, et du chef de cabinet, Ali Silaï. C'était dans les titres le développement à présent. Une pollution à l'hydrocarbure détectée sur le littoral de la capitale a conduit les autorités à prendre des mesures préventives. Les plages de Siesta et de Kari sont désormais placées sous surveillance avec une interdiction temporaire de baignade jusqu'à nouvel ordre.
Des résidus d'hydrocarbures a été observé hier sur la plage de Siesta, déclenchant ainsi une intervention rapide du ministère de l'Environnement et du Développement durable en coordination avec les services concernés. Un dispositif de sécurisation a immédiatement été mis en place afin de limiter les impacts de l'environnement marin sur l'impact de l'environnement marin et protéger la population. Des équipes spécialisées ont été mobilisées pour mener les opérations de nettoyage et de collecte de matières polluantes. Les gardes-côtes, la capitainerie du port, l'agence Sovereign Carbon Agency, ainsi que les services du ministère participent à cette intervention conformément aux procédures environnementales en vigueur. Par mesure de précaution, la baignade est interdite sur les plages de Siesta et Carré jusqu'à nouvel ordre. Les autorités appellent les citoyens à respecter cette consigne afin de préserver leur santé et leur sécurité. Dans un communiqué signé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Ahmed Awali, il est à préciser que des analyses sont en cours pour déterminer l'origine de cette pollution et évaluer son ampleur. Les équipes restent mobilisées pour poursuivre les opérations de dépollution et assurer un suivi permanent de la situation. La population est donc invitée à se référer aux prochaines communications officielles. Cette actualité suscite de nombreuses réactions entre témoignages et analyses et prise de position. Voici donc les responsables sur place, leurs propos. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les parties prenantes d'avoir agi aussi rapidement sur la plage de la Siesta. Comme vous pouvez le voir derrière nous, nous avons eu un cas donc, de pollution par la mer d'hydrocarbures. Donc, nous avons été en capacité d'agir très rapidement avec les équipes de nettoyage, du matériel adapté et la coordination de plusieurs parties, dont les gardes-côtes, le port, le ministère de l'Environnement et puis l'agence carbone. Et on sera la mairie et le préfet de Djibouti. Donc voilà, nous nous tenons toujours prêts à répondre aux urgences et pour la protection et la préservation de notre environnement. Face à cette situation, les autorités ont rapidement pris des mesures préventives pour sécuriser la zone et protéger ainsi la population. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a immédiatement activé un dispositif de sécurisation de la plage de Siesta en étroite coordination avec la police nationale. Par mesure de précaution et afin de garantir la sécurité des usagers, l'accès de la plage Siesta reste temporairement interdit jusqu'à nouvel ordre. Cette intervention rapide a permis de sécuriser le périmètre et préserver d'éventuels éléments utiles aux investigations et de faciliter le travail des autorités compétentes. Elle a également permis d'assurer le lancement des opérations de nettoyage des déchets présents sur le site. L'opération de nettoyage sur la plage de Siesta a été supervisée par M. Mohamed Gouna Abdellah, directeur de l'environnement par intérim. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable remercie ainsi les citoyens pour la compréhension et leur coopération et les appelle à respecter les consignes de sécurité mises en place. Et sport à présent, dans cette édition de sport comme vecteur de paix, d'unité et de cohésion sociale. C'est autour de ces valeurs qu'a été lancé le tournoi de paix et de l'amitié intercommune, une compétition qui rassemble les jeunes des différentes communes du pays autour des idéaux de fraternité et de vivre ensemble. Organisé par le collectif des élus locaux de leaders unis pour le développement durable, sous l'égide de la secrétaire d'État chargée au sport, le coup d'envoi du tournoi a été donné cet après-midi au stade Hassan Gouleid. La cérémonie d'ouverture qui a été présidée par Mme Fatouma Ali Abdellah, secrétaire d'État chargée au sport, en présence des représentants des communes et des responsables associatifs, ainsi que de nombreux jeunes et passionnés du sport. À travers cette initiative portée par l'Association pour le développement sous la présidence de M. Farhan, les organisateurs ambitionnent de renforcer les liens entre les différentes communautés et d'offrir à la jeunesse un espace d'échange et de compétition saine et de partage. Dans son intervention, la secrétaire d'État chargée au sport a salué cette initiative citoyenne, rappelant que le sport constitue un puissant outil de rapprochement et d'inclusion et de développement. Prévu sur plusieurs semaines, le tournoi de paix et de l'amitié intercommunautaire réunira des équipes issues des différentes communes du pays. Cette rencontre qui s'est déroulée sous la présidence de la secrétaire d'État chargée au sport. On l'écoute. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis à vos côtés. J'étais vraiment émue de voir des jeunes athlètes du secteur des différentes communes qui vont bientôt aller dans les championnats aussi. Je suis à leur côté et je serai à vos côtés. Merci de développer le sport ainsi et
vous aurez toujours le secrétariat d'État chargé de sport à vos côtés. Djibouti renforce son rôle dans la sécurité maritime régionale. Des hauts responsables des forces navales djiboutiennes ont été distingués par l'Union européenne pour leur engagement et la préservation de la sûreté maritime en mer Rouge, dans les détroits de Bab el-Mandeb et dans le golfe d'Aden. Une cérémonie officielle de remise des décorations qui s'est tenue aujourd'hui au siège de la Direction générale des relations internationales des forces armées djiboutiennes. À cette occasion, la médaille du service de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne a été décernée au colonel Waïs Marbouré, commandant de la garde côte djiboutienne, ainsi que le colonel Ahmed Daher Chamar, commandant de la marine nationale. Et des officiers supérieurs ont reçu cette distinction des mains du contre-amiral commandant de l'opération Aspid, en reconnaissance de leur engagement et de leur contribution aux opérations maritimes internationales. Cette décoration vient saluer leur rôle dans la protection des voies maritimes stratégiques et au renforcement de la sécurité de la mer et de lutte contre les menaces maritimes dans cette zone essentielle pour le commerce international. Elle témoigne également de la reconnaissance de l'Union européenne envers le professionnalisme et l'excellente opération des forces armées djiboutiennes ainsi que leur contribution au développement d'une coopération sécuritaire internationale. À travers cette distinction, les partenaires européens réaffirment l'importance du rôle joué par Djibouti dans le dispositif de sécurité maritime en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, soulignant ainsi la solidité des partenariats entre Djibouti et l'Union européenne face aux défis régionaux. Dans le grand format de cette édition qui s'est penché ce soir sur un moyen de transport djibouto-éthiopien sûr. À l'approche des vacances d'été, le train djibouto-éthiopien séduit de plus en plus de voyageurs entre déplacements familiaux, voyages de découverte et trajets professionnels. Nombreux sont ceux qui ont privilégié désormais le rail pour sa praticité, son confort et son accessibilité. Face à cette demande croissante, la compagnie Ethio-Djibouti Railway poursuit la modernisation de ses services avec notamment la réservation en ligne, la digitalisation des procédures et l'amélioration continue des conditions de voyage. Un magazine réalisé par Samata Saïd Yassine. Avec l'arrivée des vacances d'été, la ligne ferroviaire Djibouti-Éthiopie connaît une forte affluence. Chaque semaine, de nombreux voyageurs djiboutiens choisissent le train pour se rendre à Addis-Abeba, Hol-Hol et en Éthiopie, notamment à Diridawa et à Addis Abeba, afin de passer leurs vacances, rendre visite à leurs proches, effectuer des achats ou découvrir les sites touristiques du pays. Face à cette demande croissante, Ethio-Djibouti Railway, Char Company, poursuit la modernisation de ses services afin d'offrir une expérience de voyage plus simple, plus rapide et plus confortable. L'un des services majeurs de cette saison est la réservation et l'achat des billets en ligne. Les passagers peuvent réserver leurs billets à distance depuis leur téléphone portable ou leur ordinateur sans être obligés de se déplacer à la gare de Nagad. Cette plateforme numérique permet aux voyageurs de consulter les horaires, de choisir leur destination, de sélectionner leur place et d'effectuer leur paiement avant le départ. Une avancée qui séduit considérablement. Les files d'attente au guichet facilitent les préparatifs du voyage, notamment durant les périodes de forte affluence. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir pu obtenir mon billet facilement, sans difficulté et sans avoir besoin de prendre un taxi pour me déplacer. Cette plateforme représente un moyen fiable, pratique et accessible. Je souhaite que toute la population djiboutienne puisse en profiter pleinement. Pour les responsables de la compagnie ferroviaire, cette digitalisation répond à une volonté d'améliorer la qualité du service, tout en rapprochant davantage le chemin de fer des besoins de sa clientèle.
Le train offre un niveau de confort supérieur à celui du bus. Les passagers voyagent dans des meilleures conditions avec davantage d'espace et de tranquillité. Contrairement au transport routier, le trajet s'effectue sans arrêt fréquent pour faire monter ou descendre des passagers, ce qui permet un voyage plus fluide. Par ailleurs, les contrôles des bagages sont organisés avant l'embarquement, ce qui évite les fouilles pendant le trajet et garantit un embarquement plus rapide et plus confortable. Les premiers résultats sont particulièrement encourageants grâce à ces améliorations et à l'intérêt grandissant des voyageurs pour ce mode de transport. Le nombre des passagers est en constante augmentation. Selon les données communiquées par Ethio-Djibouti Railway, plus de 23 000 voyageurs ont emprunté les trains de passagers au cours des derniers mois, avec un taux d'occupation des places dépassant les 95%. Durant la période estivale, les trains affichent régulièrement complets, notamment sur les liaisons entre Djibouti, Diridawa et Addis Abeba. waxaan oran karaa maanta Ethio-Djibouti Railway waxay ka qaadatay qayb weyn. Aujourd'hui, l'Ethio-Djibouti Railway Company occupe une place importante dans le transport entre Djibouti et l'Éthiopie. Elle facilite les déplacements des voyageurs entre les deux pays dans le cadre de l'amélioration de ces services. Nous avons également lancé une plateforme de réservation en ligne entièrement digitale. Cette solution permet aux voyageurs de réserver leurs billets facilement depuis leur domicile ou depuis n'importe quel endroit où ils se trouvent sans avoir à se déplacer. Le train circule un jour sur deux, les jours pairs notamment. Il offre un voyage confortable et sécurisé à tous les passagers. Nous accordons également une attention particulière aux personnes vulnérables en leur proposant un accompagnement adapté tout au long de leur voyage. Par ailleurs, nous travaillons en étroite collaboration avec les différents corps de sécurité afin de garantir la sécurité des voyageurs et le bon déroulement des trajets. De prime abord, nous sommes fiers d'avoir aujourd'hui ce nouveau train électrique Je pars en vacances à Diridawa et comme vous pouvez le constater, les conditions de voyage sont exceptionnelles. Le confort, les services VIP et la climatisation donnent l'impression d'être chez soi alors que l'on est en déplacement. Notre pays est en pleine croissance et cela est le fruit des efforts consentis sous l'impulsion du chef de l'État. Nous saluons toutes ces réalisations et nous le félicitons pour les progrès accomplis. Le long des 756 km, le chemin de fer électrifié reliant Djibouti à Addis Abeba constitue aujourd'hui l'un des plus importants projets d'infrastructure de la Corne de l'Afrique. Il permet de relier les deux capitales en une douzaine d'heures dans des conditions de confort appréciées des voyageurs. Les passagers bénéficient des voitures climatisées, des sièges confortables ainsi que des services adaptés au long du trajet. Les tarifs demeurent également accessibles, faisant du train une alternative économique au transport routier. Au-delà de son rôle dans le transport des marchandises, le chemin de fer Djibouti-Éthiopie contribue au rapprochement des populations des deux pays. Chaque départ est l'occasion de voir se côtoyer étudiants, commerçants, familles, touristes et hommes d'affaires, illustrant le dynamisme des échanges entre Djibouti et l'Éthiopie. En misant sur la modernisation de ses services et la transformation numérique, Ethio-Djibouti Railway confirme son ambition de faire du train un moyen de transport de référence dans la région. Avec l'affluence observée durant cet été 2026, la compagnie démontre que le rail s'impose plus que jamais comme une solution de mobilité moderne, pratique et durable pour les voyageurs djiboutiens et éthiopiens. Après la capitale, nous partons dans les régions de l'intérieur. Les services de sécurité poursuivent leur lutte contre les trafics illicites aux frontières. À Dikil, une opération conjointe a permis le saisie d'une importante cargaison de 4 introduites illégalement sur le territoire national, menée par une coopération entre les douanes en coordination avec les forces armées et la police de l'immigration. L'opération qui a permis d'intercepter 37 colis de 4, soit 1850 kg, pour une valeur estimée de 1,85 million de francs djiboutiens. Conformément à la réglementation en vigueur, la marchandise a été détruite le 11 juillet 2026 afin d'empêcher toute remise en circulation. L'opération supervisée par Moussa Omar, chef de la brigade des douanes du Dikil, illustre l'efficacité de la coopération entre les différents services de sécurité contre la lutte contre les trafics illicites transfrontaliers.
Régional à présent, la coopération sécuritaire entre Djibouti et la Somalie continue de se renforcer. En visite officielle à Mogadiscio, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn, a multiplié les rencontres afin de consolider les liens entre les forces de sécurité des deux pays. À son arrivée, le directeur général de la police nationale s'est rendu chez l'ambassade de la République de Djibouti en Somalie, où il a été accueilli par l'ambassadeur Ousmane Debed. Il a ensuite passé en revue le détachement de la police nationale chargée de la sécurité et de la représentation diplomatique, saluant le professionnalisme, la discipline et le dévouement des agents. Il a également procédé à la promotion de 3 officiers en reconnaissance pour leur mérite, avant d'encourager à poursuivre leur mission avec le même sens du devoir et à renforcer leur coopération avec l'ensemble du personnel diplomatique. L'ambassadeur Ousmane Debed lui a également présenté les installations de la chancellerie avant un entretien consacré aux questions d'intérêt commun. La visite qui s'est poursuivie au siège de la police nationale somalienne, où le colonel Abdelrahman Ali Kaïn a été reçu par son homologue, le général Assed Ousmane Abdullahi. Les deux responsables ont co-présidé une séance de travail axée sur le renforcement de la coopération sécuritaire entre les services de police des deux pays. À cette occasion, le général Assed Ousmane Abdullahi a salué le soutien constant de la République de Djibouti à la reconstruction de la police nationale somalienne, notamment à travers le programme de formation dispensé aux policiers somaliens. En signe de reconnaissance pour cette coopération exemplaire, le chef de la police somalienne a remis 3 médailles honorifiques au colonel Abdelrahman Ali Kaïn, une distinction qui illustre la solidité des partenariats, de l'amitié et de la confiance mutuelle entre les forces de la police nationale djiboutienne et celle de la Somalie. Les impacts économiques de la crise au Moyen-Orient au centre de discussion à Lomé. À Lomé, les ministres et experts africains se sont réunis dans le cadre d'une conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine qui a été consacrée aux impacts économiques. Les ministres et experts africains réunis à Lomé ont examiné les conséquences économiques croissantes de la crise au Moyen-Orient sur les économies du continent. Les participants ont souligné que la poursuite des tensions régionales a entraîné une hausse des prix du pétrole, un renchérissement des engrais, des perturbations des routes maritimes ainsi qu'une volatilité accrue des marchés financiers. Autant de facteurs qui accentuent les défis auxquels sont confrontées les économies africaines. En particulier, les pays fortement dépendants des importations d'énergie et de produits alimentaires. Les ministres et experts ont estimé que ces évolutions mettent en évidence la vulnérabilité persistante des économies africaines face aux chocs extérieurs et ont appelé à renforcer leur résilience au moyen de politiques économiques mieux adaptées aux crises géopolitiques. Dans l'actualité internationale à présent, des centaines de pompiers soutenus par des hélicoptères et des avions bombardiers d'eau poursuivent leur lutte contre l'un des incendies de forêt les plus meurtriers qu'ait connu l'Espagne. Des centaines de pompiers, appuyés par des hélicoptères et des avions bombardiers d'eau, poursuivent leur opération pour contenir l'un des incendies de forêt les plus meurtriers qu'ait connu l'Espagne, déclenché plus tôt cette semaine, alors que les autorités intensifient leurs efforts pour limiter la propagation des flammes. Les équipes terrestres et aériennes sont mobilisées sur plusieurs fronts afin de protéger les zones habitées. Les infrastructures et les espaces naturels, les appareils effectuent des rotations continues pour larguer de l'eau et des produits, retardant les principaux foyers de l'incendie. Cet incendie figure parmi les plus meurtriers enregistrés en Espagne ces dernières années. Il intervient dans un contexte de multiplication des feux de forêt en Europe méridionale durant cette saison estivale. Et concernant le conflit qui oppose aux États-Unis à l'Iran, dans un communiqué, le commandant militaire américain a également réaffirmé la fin des vagues de frappe. L'armée américaine a annoncé la fin de sa dernière vague de frappe visant des sites en Iran, précisant que les opérations avaient été menées conformément aux objectifs fixés. Elle a également réaffirmé que le détroit d'Ormuz est une voie maritime internationale et ne relève pas du contrôle de l'Iran. Dans un communiqué, le commandement militaire américain a indiqué que les frappes s'inscrivaient dans le cadre des opérations en cours sans fournir de précisions supplémentaires sur les cibles visées ni l'ampleur des dommages.
Les responsables militaires ont souligné que le détroit d'Ormuz demeure ouvert à la navigation internationale et que les États-Unis, en coordination avec leurs partenaires, continuent de soutenir la sécurité maritime et la liberté de navigation dans cette voie stratégique essentielle au commerce mondial de l'énergie. Et concernant la Coupe du Monde 2026, 4 pays se disputent pour une place en finale, dont la France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine. Le dernier carré de la Coupe du Monde 2026 est désormais complet avec la présence de 4 grandes nations du football mondial. La France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine. Ces sélections s'apprêtent à disputer les demi-finales très attendues où chaque détail pourrait être décisif pour accéder à la grande finale. La première affiche opposera la France à l'Espagne dans un choc européen au sommet. Dans l'autre demi-finale, l'Angleterre affrontera l'Argentine dans une confrontation qui promet beaucoup d'intensité. Ces 2 rencontres réunissent 4 équipes aux qualités différentes entre puissance offensive, organisation tactique et expérience des grands matchs. Les supporters du monde entier attendent désormais de connaître les 2 nations qui disputeront la finale de la Coupe du Monde 2026. Et ce sera tout. Merci Ferdous Hussein pour ces commentaires et merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie, ceux techniques et ceux de la production. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.